Pierre, tu nous mettras 2 cafés d'addition, s'il te plaît. Bon, t'as suivi les trucs de Joe Biden là au mois de janvier. Tu sais, il prend chaque année la parole face, je crois que c'est face au Congrès, et c'est le discours de l'Union nationale ou un truc comme ça. Et là, il a quand même dit, il a axé son discours sur il faut qu'on s'unisse les démocrates et les républicains pour faire front face aux big tech. Alors il a jamais donné aucun nom. Aucun nom. Il a balancé des scuds quoi. Il disait voilà, pour ces entreprises qui mènent des expériences sur les enfants pour faire du profit, qui étouffent l'innovation. C'est d'ailleurs un peu le propos de Joël. Non, alors c'est assez violent et c'est assez surprenant d'entendre ça quand même d'un chef d'État. Je sais pas ce que t'en penses. En même temps, ça vient s'inscrire, je te dis, dans une logique où chaque année il fait un peu l'appel à l'Union nationale. Mais là, merci beaucoup, que ce soit ciblé autant sur les big tech. Il avait un peu dit, je crois, de souvenir dans sa campagne électorale, il avait du mal à commencer à voir le truc venir. Leur force et leur rapidité sont limitées par un monde qui est bâti sur des normes. Par conséquent, tu auras l'avantage sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bonjour à vous, à toi, auditrice fidèle ou nouveau venu dans French Tech. Cyril, derrière le micro, pour vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue à toi aussi, Thibaut. Merci, bienvenue, Cyril. Et puis, une bise amique qui n'est pas là aujourd'hui parmi nous. On t'embrasse. Encore un épisode pour exercer ensemble notre esprit critique pour une tech éthique. French Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Et aujourd'hui, nous allons avoir du boulot. On rentre dans la matrice, celle des big tech et de l'intention de plus en plus pressante de certains États de les réguler. De cette nouvelle mythologie siliconée qui infuse dans nos sociétés, les figures tutélaires sont des startups nées dans un garage, devenues titans au gré de leur appétit d'industrie bien grasse et même un peu empâtée. Oui, je me souviens. Autant jadis, il y a 20 ans à peine, cette nouvelle économie, comme on l'appelait, avait la dalle, mes petits amis. Un appétit féroce de décentralisation. Maître mot de cet Internet naissant, promettant alors de nous libérer d'un choix étriqué, se résumant à quelques empires nés de la précédente révolution industrielle. Disruptés, ubérisés, les mots n'étaient plus assez forts pour clamer notre ivresse de pouvoir à nouveau choisir dans quel bras nous jeter. Google, Apple, Facebook, Amazon. Ah, quelle délicieuse étreinte. Ah, mais arrête, tu me fais mal à serrer aussi fort. La fin justifie les moyens. Oui, mais l'amour rend aveugle aussi, hein. Et à force de tout bouffer sur les marchés, qu'elles entreprirent de décentraliser, eh bien les big tech finirent par devenir nouvel empire à la place de l'ancien empire. En mieux ou en pire? Bon, à part ces jeux de mots douteux, ce que l'on peut en retenir, c'est que beaucoup d'entre elles semblent aujourd'hui à l'épreuve des balles, comme Neo dans Matrix. Too big to fail? Vraiment? C'est ce que nous allons voir dans notre grand entretien avec Joël Toledano. D'abord en se demandant simplement pourquoi il est nécessaire de réguler le numérique, puis en explorant comment on s'y prend concrètement, notamment en Europe, avant d'imaginer en quoi nous pouvons dire que grâce à la régulation, tout n'est peut-être pas encore joué. Nos échanges seront ponctués d'un nouveau moment d'égarement de Laurent Guérin et d'une philothèque d'Emmanuel Goffi à écouter sans limite. Enfin, avant de nous quitter, nous débrieferons, juste entre vous et nous, des idées clés de cet épisode qui promet de disrupter les disrupteurs. Joël vient de nous rejoindre dans le studio, on va pouvoir désormais l'accueillir. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Joël. Joël, on se tutoie ? Ah oui, tout à fait. Bien. Alors Joël, tu es docteur en mathématiques et en économie. Tu as mené une double carrière universitaire et en entreprise, et à ce titre, tu es donc à la fois professeur émérite en économie, associé à la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine, mais aussi membre de l'Académie des technologies, membre du Conseil national du numérique, et tu sièges au conseil d'administration d'un certain nombre de startups. Tu t'investis particulièrement dans les sujets de politique publique et de régulation. Le numérique, les fréquences et la blockchain sont au centre de tes travaux, et c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve, entre autres, dans ton dernier ouvrage, GAFA, Reprenons le pouvoir, publié chez Odile Jacob en 2020, et qui a reçu le prix du meilleur livre d'économie 2020, le prix Colbert, et le prix du jury Turgot-Mazette. Tout est juste ? Absolument. Alors, lançons notre grand entretien en commençant par vérifier s'il est bien nécessaire de réguler l'industrie du numérique. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Dans l'univers du numérique, il ne semble pas exister de champion européen.
C'est comme si nous avions loupé le tournant, misé sur le mauvais cheval. Enfin, je vais reparler du Minitel, la nouvelle invention technologique. Et pendant que nous nous sommes dit probablement que ça ne marchera jamais, un peu comme les smartphones. Bah oui, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, pas pour prendre des photos. Maintenant que les big tech sont bien présents, d'ailleurs, ils sont plus giant que big, à mon sens, et dont le potentiel, qu'il soit financier, économique, avec les emplois, etc., pèse lourd sur les États. Il semblerait que nous n'avons que la régulation pour revenir dans le game. Alors, moi qui suis plutôt un adepte du digital, peux-tu nous dire ce que tu entends par numérique et surtout, pourquoi cet univers est si spécifique? Alors, ce que j'entends par numérique, au fond, c'est ce que nous entendons tous, ce que nous faisons en permanence, y compris aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser tous ces outils qui ont maintenant des caractéristiques techniques et économiques tout à fait spécifiques par rapport aux autres industries et qui expliquent, au fond, ils sont au cœur de tous les sujets qu'on va évoquer. L'économie numérique, ça a ceci de particulier qu'il y a des économies d'échelle et ce qu'on appelle aussi des effets de réseau qui font que dès qu'une activité se développe, au fond, elle a le choix entre devenir le leader incontesté et périr. C'est l'histoire qu'on a tous entendu du winner takes all, winner takes most, c'est-à-dire que où on arrive à passer un niveau qui permet ensuite de faire de très gros profits parce que les coûts sont limités au regard de la croissance du chiffre d'affaires, je simplifie à outrance, où on n'y arrive pas, et dans ce cas-là, on disparaît. Et ça, c'est lié non seulement aux économies d'échelle qu'on connaissait des réseaux physiques, mais à ce qu'on appelle les effets de réseau, qu'on connaît tous, et qui fait que plus il y a de monde qui utilise une plateforme, et plus c'est intéressant, et non seulement, je dirais, plus il y a de clients d'Uber, plus c'est intéressant, mais il faut aussi plus de taxis, plus de VTC, pardon, j'ai fait le mauvais choix de mots. Et c'est les deux qui s'auto-entretiennent, et plus il y a de VTC, et plus les voitures arrivent vite, et dans ce cas-là, je préfère y aller que d'attendre un taxi beaucoup plus longtemps, etc. C'est ça l'effet de réseau, juste pour bien comprendre. L'effet de réseau, c'est cet élément qui fait que, à ce moment-là, alors il y a même chez les économistes, parfois on utilise le mot d'effet d'avalanche. Une fois qu'on a commencé à gagner, ben on gagne tout, ou presque. Et c'est ce qui se passe, et c'est la logique de l'économie numérique. C'est surtout que cette économie, elle est ultra rapide. Quand on essaye de regarder en arrière, comme le disait Cyril dans son introduction, il y a 20 ans, aujourd'hui, les leaders n'existaient pas. Enfin, ils étaient même pas en idée. Tu as tout à fait raison, mais justement, si c'est la rapidité, c'est intrinsèque à cette bagarre pour le leadership dont je viens de vous parler. Si on a été à un moment, maintenant c'est un peu passé, on le voit plus beaucoup, enfin encore que on le revoit un peu dans le chat GPT, si on a été fasciné à un moment par la rapidité avec laquelle tous ces acteurs se développaient, c'est parce que justement, ils étaient engagés dans cette course de gagner avant les autres, et que dans ce cas-là, il fallait s'étendre le plus vite possible, aussi bien évidemment dans le pays dans lequel ils se développaient, mais dans le plus de pays possible. Et effectivement, l'un des éléments, pas le seul, mais qui explique la difficulté de certains de nos acteurs, c'est qu'effectivement, les États-Unis, c'est quand même plus grand que la France, quoi. Il y a plus de clients, et donc, il faut aller plus vite, plus rapidement, dans plus de pays, pour avoir ces effets de volume qui sont absolument cruciaux pour gagner la bagarre. Et c'est précisément parce que c'est cet emballement, cet effet d'avalanche, cet effet domino, tout est allé très 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 vite qu'il faut désormais essayer de réguler pour ralentir le rythme, ou parce que c'est allé tellement vite que le marché n'a pas pu suivre et donc ça a créé des oligopoles ou des monopoles. Concrètement, est-ce qu'on peut définir réguler? C'est quoi réguler? Alors je vais répondre successivement à tes deux questions, parce qu'il y en a deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce winner take all, il a été diagnostiqué comme analyse de l'économie numérique au début du XXIe siècle. Enfin, c'était partagé. Et tous ces acteurs, ils étaient rentrés en général en mettant dehors leurs prédécesseurs. Ils ne sont pas arrivés dans une terre rase. Ils ont pris effectivement le leadership. Et donc, ils savaient qu'ils étaient à la merci du suivant.
Et comme ils savaient qu'ils étaient à la merci du suivant, je ne sais pas si vous vous souvenez cette phrase qu'on entendait beaucoup, la concurrence est à un clic. Oui. Bon, et c'est parce qu'ils avaient peur de la concurrence à un clic qu'ils ont, pour certains d'entre eux, pour ceux qui sont justement ce qu'on appelle après les GAFA, mené des stratégies visant à mettre la concurrence à beaucoup plus d'un clic, si je puis dire, Oui. et à verrouiller les marchés sur lesquels ils se sont implantés, à la fois en développant de plus en plus leurs activités par des activités connexes, en multipliant les services, etc., mais en mettant en place toute une série de stratégies. C'est à la fois des stratégies d'acquisition, c'est aussi des stratégies de développement en tâche d'huile et de prédation sur les marchés connexes pour justement les absorber. C'est toutes ces stratégies d'autopréférence, enfin tout ce qui a fait tous les contentieux qu'on a connus après, parce qu'ils ont voulu verrouiller les marchés pour justement ne pas avoir la concurrence à un clic. Et c'est ce qu'il s'agit de réguler quand on parle de la régulation autour des pratiques anticoncurrentielles. On parlera probablement aussi d'une autre régulation qui est sur les contenus. Elle n'est pas du tout indépendante, Oui. mais ce qui fait le verrouillage des marchés, c'est la stratégie qu'ils ont menée. Et la régulation, si je peux répondre à ta deuxième question, c'est effectivement l'idée de s'attaquer à ça. Alors, la régulation en général, c'est le fait d'intervenir sur un marché pour en faire évoluer la structure en suivant ce qui se passe au niveau de ce marché, les pratiques des acteurs. Et il y a différentes formes de régulation des marchés. Tu peux réguler un marché pour mettre de la concurrence ou au contraire dire je voudrais qu'il y ait un service universel ou un service public qui puisse avoir, par exemple, de la péréquation tarifaire. Le marché ne le fera pas tout seul et un régulateur intervient pour le faire. Il y a différentes formes de régulation économique. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu nous disais juste avant, c'est que finalement, dans toute industrie et de tout temps, vouloir mettre des barrières à l'entrée, c'est un principe de base. Quand tu crées une entreprise, tu essaies de verrouiller un petit peu ton marché, en tout cas de te protéger de la concurrence. Mais ce que tu nous dis, ces barrières à l'entrée, c'est souvent un actif, alors une machine-outil, ça peut être n'importe quel type d'actif, y compris immatériel. Et là, ce que tu nous dis, c'est que les barrières à l'entrée, en tout cas le verrouillage, tu utilises même carrément un mot encore plus fort, le verrouillage du marché, c'est passé par autre chose que ces pratiques entre guillemets plus classiques, c'est véritablement d'absorber tous les petits copains qui étaient autour pour éviter justement qu'il y ait une concurrence. Donc ça touche véritablement à la stratégie et au business model de ces entreprises, de ces big tech. Alors, le business model, ça a été effectivement de s'étendre. D'ailleurs, au début, on a beaucoup parlé de plateforme, et maintenant, moi, j'ai tendance plutôt à parler d'écosystème. En fait, ces acteurs, ils ont créé des écosystèmes de sorte que tu n'aies pas envie d'en sortir. Au fond, Amazon, il a commencé par vendre des livres, et puis maintenant, ils vendent tout. Et puis, ce qui fait que plus de la moitié des Américains, quand ils cherchent à acheter quelque chose, là où c'est sur Amazon qu'ils vont. Parce qu'ils savent qu'ils ont probablement tout, et puis que, en tout état de cause en plus, ils ont payé pour la distribution, donc ça va être gratuit, etc. Donc, ça, c'est un exemple, mais ils ont verrouillé soit en faisant des acquisitions, mais pas toujours, mais aussi en ayant des pratiques qui, petit à petit, augmentaient, si je puis dire, la taille de leur écosystème et faisaient en sorte que les acteurs qui en dépendaient de plus en plus et en mettant en place leurs propres lois. Quand tu es sur le marketplace d'Amazon, effectivement, tu dépends des règles qu'Amazon met en place. Quand tu dépends, je sais pas, même quand tu vends quand t'es Booking, ta dépense en publicité sur Google représente, alors de mémoire, presque un tiers du chiffre d'affaires. Enfin, et tu es dans des cadres de dépendance qui sont complètement définis. C'est ce qu'on peut appeler de la régulation privée. Oui. Mais c'est globalement, au début, en fait, ce marché était ouvert à tout le monde. Enfin, en fait, Voilà. Certes, ils ont étendu leur sphère d'influence, mais quelque part, c'était libre à tout le monde de le faire. Et alors, je vais reprendre encore l'adage, parce que je le dis souvent, mais on dit l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe réglemente. Donc finalement, la vraie question, et je reviens toujours dessus, mais c'est est-ce que la réglementation, c'est pas le pouvoir du faible finalement ? J'ai pas eu d'idée, mais en revanche, la réglementation, ça, j'y arrive. Alors, d'abord, la réglementation et la régulation, en français, Oui. ce sont deux choses différentes.
Et d'ailleurs, je te signale, c'est pas neutre, hein, parce qu'en anglais, c'est le même mot. Oui. En français, il y a 2 mots. Ce qui est intéressant déjà. Quand, effectivement, mais indépendamment de cette phrase qui effectivement provient sûrement d'un Américain, On sait qu'elle t'agace cette phrase, hein, c'est pour ça qu'on te la sort. En réalité, elle est totalement fausse. Il y a évidemment des mauvaises réglementations et des mauvaises régulations, évidemment, mais je connais pas de marché sans règles. Donc, qu'il y ait à un instant donné des règles et éventuellement des règles qui évoluent parce que le marché a évolué, mais c'est le cœur de l'économie de marché. Donc ça, non, pas cette phrase. Pas de marché sans régulation. Pas de marché sans régulation. Quand on pense régulation de marché, moi j'ai plutôt tendance à penser spontanément la régulation du marché du tabac, du médicament, des armes, enfin tout un tas d'industries, disons. Bref, on pense plutôt d'abord protection des citoyens et du consommateur. Avec le numérique, ce que tu nous dis, alors c'est aussi le cas, mais tu nous dis d'abord que c'est pour protéger le marché de lui-même, en quelque sorte, et de ses prédateurs. C'est ça qu'il faut en comprendre ? Non, c'est à la fois, enfin c'est le double objectif quand on regarde la régulation qui est en train de se mettre en place. Le double objectif, c'est à la fois protéger, déverrouiller le marché, parce que le marché est verrouillé, et même s'il y a des acteurs qui veulent y rentrer, ils n'y arrivent pas, parce que effectivement les barrières à l'entrée constituées sont trop élevées. Mais c'est ce qu'on a fait dans les télécoms, hein. Dans les télécoms, on est parti d'un acteur. Aujourd'hui, si tu prends le marché français, il y a 4 grands acteurs. Et on a régulé pour obtenir de la concurrence. C'est pas mal élevé de réguler, c'est pas mal élevé de déverrouiller les marchés. Ça a même parfois des effets bénéfiques sur les consommateurs. Là, j'ironise, bien évidemment, quand je dis parfois. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est effectivement remettre de la dynamique concurrentielle, mais c'est au bénéfice non seulement du marché, mais des consommateurs. Et par ailleurs, c'est aussi protéger les consommateurs d'un certain nombre de pratiques dont on voit bien qu'elles sont néfastes. Enfin, quand tu peux acheter sur... je ne veux pas me concentrer sur le sujet d'Amazon, les autres ont aussi leurs problèmes, mais quand tu peux acheter sur une place de marché sans problème des objets qui sont interdits, il y a un problème. Il faut trouver des solutions pour que ce soit pas facile d'acheter des objets qui, par ailleurs, ne respectent pas les normes européennes ou bien sont même interdits. En parlant d'interdiction et de marché parallèle, on va faire un petit arrêt par une chronique de Laurent Guérin qui va nous parler d'amour dans le métavers. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment d'égarement. Alors, Laurent, tu as trouvé l'amour dans le métavers. Non mais what ? L'amour dans le métavers ? Et non, je n'ai pas trouvé l'amour dans le métavers. J'ai menti éhontément dans le titre de cette chronique afin de t'attirer dans mes filets. Je me suis dit aussi que ce serait bon pour le référencement Google d'utiliser amour et métavers dans la même phrase. Après tout, c'est ce que fait la reine autodéclarée du métavers, Paris Hilton. Et ouais, the queen of the metaverse is back. Elle est de retour, ladies and gentlemen, Paris Hilton. Et elle a créé le Parisland, un oasis de fraîcheur et de couleurs acidulées dans lequel Anne Hidalgo n'est pas mairesse, et il y a peut-être relation de cause à effet. Hasard du calendrier, en fait pas du tout, cet univers virtuel nous tombe dessus juste à temps pour la Saint-Valentin, comme ça tombe bien. Les joueurs et joueuses entrant dans Parisland pourront rencontrer virtuellement 5 autres joueurs, accomplir des quêtes et finalement choisir un partenaire. Nous expliquons, un partenaire de jeu. Oui, enfin non, un partenaire de jeu. Un conjoint quoi. Quoi ? T'as bien compris, Paris crée la première agence matrimoniale du métavers, le précurseur des applications de rencontres dans les mondes virtuels, le paradis des ondes sensuelles. Oui, j'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur mes lèvres, mais comment t'atteindre ? Pour atteindre l'amour, et pas pour le sauver, hein, on n'en est pas là. Car comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie ? Pour atteindre l'amour, donc, il te faudra sauter à pieds joints dans le jeu The Sandbox, trouver le Parisland, acheter des tenues, voyons, sélectionner des alliances, enquêter sur le secret d'un hamburger et sauver un naufragé, autrement dit, capter le SOS d'un terrien en détresse. Et toi, Laurent, donc je suis sûr que tu es allé dans la ville de l'amour 3.0, le Parisland. Et oui, comme je cherche l'amour, j'y suis effectivement allé. Il faut dire que la promesse était alléchiante. Ça disait, lorsque les joueurs auront terminé toutes les quêtes et fait leur choix de partenaire de jeu,
Un fabuleux mariage et une grande fête seront organisés toute la nuit avec Paris Hilton comme DJ. Une aubaine pour un gars comme moi qui rêve depuis tout petit d'épouser une blonde au platine. Malheureusement, je te jure que c'est vrai, j'ai cliqué sur un mauvais bouton. Pendant The Microsoft Overture, un morceau de 12 minutes 27 secondes qui se lance en préambule de certains logiciels, j'avais commencé à faire autre chose. Et c'est ainsi que lorsque le métavers s'est ouvert, j'étais vert. Car je me suis retrouvé coincé dans Meta Chinatown, au propre comme au figuré, étant donné que je n'arrivais plus à quitter le programme. On était en plein dans Microsoft Crepuscule, un mouvement de 14 jours qui débute là où ta patience termine, et que tu ne peux cesser à moins de forcer la fermeture. Échaudé par ma chute à Chinatown, je décidais finalement de ne pas chiner l'amour dans le métavers, me disant que si un chasseur doit savoir chasser sans son chien, un célibataire doit savoir choper change son avatar. Me vint alors en tête la question suivante. Mais elle est où? Que j'eus aussitôt envie d'entonner comme si... Mais elle est où? Mais elle est où? Mais elle est où, mon amoureuse? Et oui, que sont devenues les croyances de ma jeunesse entretenues par des dizaines de films Disney dans lesquels un prince charmant à la chevelure flamboyante trouvait une princesse comme partenaire de jeu? J'éructe, Paris Hilton, Walt Disney, même combat. Vous nous faites croire qu'on peut trouver l'amour au coin de la rue ou au coin de la blockchain, du bloc. Mais ma cache. Et pour Disney, ça fait 100 ans que ça dure. En effet, l'entreprise reine du divertissement a dévoilé lors du Super Bowl un spot larmoyant pour célébrer son centenaire. Non, mais tu me diras que du pays imaginaire au Web3, il n'y a qu'un pas, non? En effet, c'est l'occasion parfaite pour te rappeler que Disney, c'est une valorisation de 200 milliards de dollars. Et des marques comme Marvel, Pixar, Lucasfilm, ABC, la Fox, rien que ça. Niveau propriété intellectuelle, tu trouves Star Wars, tous les super-héros de Marvel, Spider-Man, Black Widow, Captain America, Iron Man, X-Men, les 4 Fantastiques, etc. Mais aussi Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, Toy Story, Cars, Nemo, Frozen, Le Roi Lion. Et en plus de toutes les princesses donc, et même Grey's Anatomy, ou encore les Simpsons. Finalement, il n'y a que Paris Hilton que Disney n'a pas acheté. Quand tu possèdes de telles marques et franchises et un patrimoine vieux de 100 ans de mémoire collective, laisse-moi te dire que le Web 3 représente un potentiel démentiel que le géant du storytelling a tout juste commencé à exploiter. La Fox a ainsi investi 100 millions de dollars dans Blockchain Creative Labs, qui a pour mission de forger l'avenir de la création, de la distribution et de la monétisation de contenu en connectant les créateurs et les communautés à la technologie blockchain. Disney a également signé un accord de distribution et vente de biens numériques ou Digital Collectibles avec l'application VV. Tu peux y acheter entre autres des versions numériques de comics mais aussi d'autres biens comme des modélisations 3D. Toutes les transactions sont enregistrées sur une blockchain pas encore consultable et la marque aux grandes oreilles se garde bien d'utiliser la terminologie NFT. J'ai repéré pour toi un exemplaire numérique de premier comic avec Oncle Picsou paru en 1953. 10 000 exemplaires vendus à $10, soit un revenu de 100 000 $. 200 000 $ pour l'édition qui vit naître Thor en 1972, 100 000 $ pour une édition avec Mickey en 1982, ou encore 320 000 $ pour la DeLorean en 3D de Retour vers le futur 2. Depuis 2 ans, on estime à 7 millions de dollars les revenus des NFT qui n'en sont pas pour Disney, une goutte d'eau sur les 84 milliards de revenus générés en 2022. Si tu doutais donc du pouvoir de la blockchain, solution technologique capable de te certifier l'authenticité d'un bien numérique, demande-toi donc pourquoi le numéro 1 mondial du divertissement explore la vente en édition limitée numérique de morceaux choisis de son catalogue riche de millions de possibilités. Imagine ensuite le nombre d'icônes qui pourraient être collectionnables, on parle de Digital Collectibles, et multiplie chaque icône par le nombre d'exemplaires en vente et son prix. Ajoute à ça un pourcentage que Disney touche lors des reventes entre collectionneurs, ce qui n'était pas possible dans le monde physique. Essaye de faire un ratio sur les 10 prochaines années et au doigt mouillé, je te prédis que les biens numériques pourraient rapporter à Disney 1 milliard de dollars en 2033. Alors, je te donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme, sans Paris Hilton, qui, à défaut de nous avoir aidé à trouver l'amour, nous aidera peut-être à trouver la maille. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Décidément, le Web3, les NFT, tout ça, c'est vraiment de quoi s'égarer, forcément. Joël, tu es adepte du métavers? Tu es prête à aller chercher l'amour dans le métavers? Oh non, ça non. Bon, revenons-en à nos moutons. Plus sérieusement, la régulation dans le monde du numérique et face à l'aquabonisme ambiant dans à peu près tous les sujets, je suis bien obligé de commencer par te poser la question fatidique. N'est-il pas trop tard pour réguler ces fameux géants de la tech? Non, je crois pas du tout. Non. De toute façon, c'est une condition nécessaire à l'existence de géants, de moins géants européens qui arrivent à se déployer et se développer. Ça ne veut pas dire que c'est une condition suffisante, loin s'en faut,
mais c'est une condition nécessaire, puisque sinon, en se développant, les acteurs qui sont aux côtés, ce que j'ai essayé de présenter tout à l'heure, se retrouvent verrouillés ou pieds et poings liés ou partiellement coincés par les autres ces grands acteurs qui, eux, ont pris leur marque et ont pris le temps, si je puis dire, de se déployer et d'empêcher le déploiement des autres. Donc je pense que c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Alors justement, puisqu'on a vu dans la première séquence pourquoi il était utile de le faire et qu'on a reposé quelques définitions, à présent, essayons d'aller dans le concret. Comment on fait pour réguler ? Parce que, puisque tu nous dis qu'il n'est pas trop tard, en la matière, on sait que, en tout cas, on a l'impression que l'Europe fait figure de proue. Notamment, on pense à la RGPD, le Digital Service Act, autrement appelé DSA, Digital Market Act, autrement appelé DMA, bientôt le DGA, Digital Data Governance Act, voilà, moi-même je me prends les pieds dedans, l'AI Act, l'IA Act en gros. Bref, il y a beaucoup de choses et donc tu nous disais il y a une différence entre réguler et réglementer, néanmoins tous ces actes ce sont des réglementations. Est-ce qu'on peut déjà revenir brièvement dessus et nous dire si selon toi c'est la bonne marche à suivre ? Juste quand même un point. Au fond, il y a dans énormément de pays, le diagnostic que j'ai rapidement esquissé est partagé. On n'est pas les seuls à avoir fait ce diagnostic. Il y a un rapport du Sénat américain qui fait le même. Pour chez les Britanniques, c'est pareil, etc. Donc, le diagnostic, il est partagé. Effectivement, après, les solutions pour y arriver sont pas les mêmes selon les pays où on se trouve. Et effectivement, si tu m'avais dit « dessine-moi la régulation que tu veux », je n'aurais pas fait le Digital Market Act ou le Digital Service Act. Mais pourquoi, pour l'instant, on a ça. Qu'est-ce qu'ils font et à quoi ils vont servir ? Parce que je pense que même si c'est pas pour moi si c'est pas le mouton idéal, c'est des moutons qui sont intéressants et ça vaut le coup d'y aller et de commencer à travailler. Donc, le Digital Market Act, au fond, il répond aux difficultés que j'ai indiquées tout à l'heure, qui sont à la fois le verrouillage, la régulation privée par des acteurs et avec des régulations qui souvent ne sont pas les mêmes que ce que font les lois dans un pays ou en Europe, etc. Donc, le Digital Market Act, il a comme ambition de déverrouiller les marchés, de modifier le partage de la valeur, et de faire en sorte, effectivement, que les marchés soient plus fluides et les consommateurs plus protégés, pour faire très très simple. Le Digital Service Act, en fait, c'est le complément, si tu veux, du Digital Market Act. La Commission européenne a eu cette idée un peu étrange qui a consisté à, prenant des services qui étaient des services de plateforme, où il y avait à la fois, effectivement, des acteurs sur un marché et puis des contenus qui étaient fournis aux consommateurs éventuellement gratuitement, elle a séparé les problèmes. Elle a considéré qu'il fallait d'un côté s'occuper des problèmes de contenu et de l'autre s'occuper des problèmes d'organisation du marché. C'est pas ce que j'aurais fait. Et c'est là-dessus que toi t'es pas d'accord. C'est là-dessus que je suis pas d'accord. Mais bon, c'est d'une certaine façon ça peut ne pas être grave à partir du moment où on rentre dans les sujets. Pourquoi ? Parce que, si je puis dire, la difficulté principale à laquelle se heurte l'ensemble des institutions en Europe comme ailleurs, c'est cette asymétrie d'information absolument abyssale qui fait que quand les autorités de concurrence ont voulu s'attaquer à des problèmes qui apparaissaient comme assez largement anticoncurrentiels, tout le monde les percevait comme anticoncurrentiels, les autorités de la concurrence, soit elles rament et elles ont mis 7-8 ans pour arriver à les condamner, soit elles n'y arrivent pas vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on a considéré qu'il fallait d'autres outils, des outils qui s'appliquaient, comme on dit en jargon, ex ante, c'est-à-dire des obligations que doivent respecter les acteurs, avant même, si je puis dire, d'avoir été pris en faute. Et donc, c'est ces obligations qui sont dans le Digital Market Act. Et comme ça, tu as, dans le Digital Market Act, une vingtaine d'obligations qui s'imposent en tout ou partie aux grandes plateformes, aux qu'on appelle nous les GAFAM et plus largement les Big Tech, qui sont d'une certaine taille, qui ont une certaine puissance. Et donc, elles ont ces obligations. Et puis, dans le Digital Service Act, on leur dit, en dehors de ces obligations de type
organisation du marché. Ça peut être interdiction de l'autopréférence, ça peut être vous n'avez pas le droit de prendre des informations pour vous et de ne pas les distribuer aux entreprises qui les génèrent sur votre plateforme. Enfin, il y a toutes les clés qui ont permis de verrouiller le marché, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est ce qui définit d'ailleurs, en gros, les interdictions ou les obligations. Mais il y a un autre texte qui dit les propos haineux, c'est pas bien. Le fait qu'il y ait des commerçants dont on ne sache pas qui c'est, qui vendent n'importe quoi, etc., c'est pas bien non plus. Enfin, je résume vraiment, je simplifie à outrance, mais au fond, qui revient sur ce qui est dans les textes européens depuis le début du XXIe siècle, qui est une sorte de présomption d'irresponsabilité des plateformes sur les contenus qui sont à l'intérieur. Il y a cette présomption d'irresponsabilité qui maintenant se transforme en voilà toutes les obligations que vous avez pour quand même faire en sorte que ce soit les règles nationales ou européennes soient respectées. Et si vous ne respectez pas toutes ces obligations, qui vont des obligations de retrait de contenu jusqu'à le fait de tester les algorithmes, de vérifier les risques qu'ils présentent, etc. Mais là encore, il y a pas mal d'obligations. Si vous ne faites pas tout ça, à ce moment-là, on est amené à vous attaquer, à vous condamner, etc. Donc, il y a deux parties et deux textes qui s'attaquent au problème des big tech et leur comportement. Ouais, donc le DMA plutôt protège le marché, le DSA en caricaturant moi aussi protège plutôt l'utilisateur, le citoyen. Alors en fait, j'ai plusieurs questions qui viennent autour de tout ça, alors qui vont se résumer par est-ce que ça prend finalement ce sujet-là pour plusieurs raisons. Alors on voit déjà sur la partie RGPD où globalement alors je fais la caricature, hein, tu me pardonneras, mais c'est où on était très fort, vent debout sur la protection de nos données, et puis quand on a eu des petits soucis de gaz, on dit bon, bah, ok, pardon, je donne mes données et vous me donnez du gaz un peu en échange. Donc, est-ce qu'on n'a pas eu plutôt une tendance, alors, je caricature volontairement. Avec les États-Unis. Hein, oui, avec les États-Unis, bien sûr. Ouais, justement, c'est parce qu'on n'a plus de gaz de la Russie. Mais justement, la question, est-ce que finalement, on fait pas un peu à chaque fois, un peu un pas en avant, 3 pas en arrière? Comment est-ce que ça se déroule? Et il y a et en même temps, puisque je crois que c'est un peu le sujet politique du moment, en même temps, on s'aperçoit que le RGPD est quand même beaucoup copié dans les grands États, et notamment en Chine, aux États-Unis, ils sont en train de réfléchir à mettre un RGPD type américain. Voilà un peu à quoi bon, ou est-ce que ça prend vraiment? Voilà, c'était ça le sens de ma question avec plein de choses. Alors, tu crois que tu as fait une question, mais tu en as fait au moins 5. Oui, c'est sa spécialité. C'est ma spécialité. Et des fois, je l'ai fait 5 fois la même. Ouais, aussi. Et il termine toujours par un sujet super sympa pour l'inviter, la RGPD, puisqu'on sait que tu adores ça. Ouais. Mais du coup, je sais même plus lequel je vais prendre. Bon, je vais essayer de dénouer. Ouais, est-ce que ça marche tout ça en fait, ou est-ce que c'est du vent? Non, ça peut marcher. Et ça peut. Il y a une phrase qui est très pratiquée par les régulateurs, c'est le diable est dans les détails. Alors, tu m'as dit par exemple un truc, c'est même pas un détail, c'est un truc énorme. Dire que les Chinois ont fait un RGPD, c'est franchement pas un détail. Donc non, vraiment pas. Enfin, ils ont juste fait un RGPD, mais où l'État peut faire ce qu'il veut des données. Donc si ça ressemble. L'angle n'est pas pris de la même chose, oui, voilà, de la même façon. Non, simplement ils ont fait une régulation sur les données, mais ça ne veut pas dire que c'est la même. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le RGPD, c'est l'exemple typique au fond où derrière le texte, on a mis en place une organisation de la régulation qui est pas bonne, tout simplement, qui fait que l'entreprise est régulée en fonction de ce qu'on appelle son pays d'origine. Bon, une entreprise française, on voit bien son pays d'origine, c'est la France. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est que les Américains, ils ont fait ce qu'on appelle en jargon du regulatory shopping, c'est-à-dire qu'ils sont allés s'installer dans les pays où ils estimaient qu'ils seraient le mieux traités. Comme où, par exemple? Je crois que c'est un pays bien vert. Par exemple, presque tous en Irlande. Il y en a un qui est au Luxembourg, mais autrement, presque tous en Irlande. Et effectivement, du coup, le RGPD, il est plutôt bien appliqué pour les entreprises françaises, mais pas forcément
bien pour celles qui sont en Irlande, même si on commence à voir des fumées qui apparaissent sur quelques traitements différents, mais ça a mis au moins 5 ans. Donc, et encore, on n'est pas au bout du... Comment ? C'est vrai aussi pour leur fiscalité. Enfin, tout ce qui est un peu contraignant, finalement. Donc la question sur le DMA et le DSA, et c'est le cœur du sujet et le cœur du problème, c'est comment ils vont être appliqués. Alors, quand même, comme on n'est pas complètement idiot, je parle là des États européens, on n'a pas mis en place la même structure de régulation pour le DMA-DSA que pour le RGPD. Et il y a une grosse partie de la régulation qui, pour échapper à ces effets liés au pays, va avoir lieu au niveau européen. Donc, ce problème que j'ai indiqué disparaît. Bon, il y en a un autre qui apparaît quand même, c'est que jusqu'à présent, enfin maintenant la Commission a commencé sensiblement à bouger. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle n'avait pas bien compris, j'ironise un peu, que effectivement, pour traiter de ce genre de sujet, il fallait des gens compétents et il y avait que des juristes et des économistes. Là, il faut des techos, il faut des gens qui comprennent. Et donc, le sujet maintenant, c'est qu'effectivement, la Commission se dote de moyens significatifs et techniquement compétents pour s'emparer des sujets et effectivement être capable de mettre en place des régulations qui fonctionnent. Ça, c'est le. Deuxièmement, qu'elle ne reste pas dans sa tour d'ivoire et qu'elle s'appuie sur les moyens des États membres pour avoir des relais nationaux qui effectivement soient capables de mettre en place, là encore, des compétences, des systèmes d'information qui touchent les utilisateurs, entreprises comme consommateurs, État par État, etc. Donc il y a tout le cœur de DMA-DSA et des résultats qu'on aura, ça dépend d'un mot. Le meilleur mot, c'est un mot anglais, c'est enforcement. Et pour l'instant, on n'est pas très bon là-dedans. Donc, il va falloir que ça change. Alors, justement, pour clore cette séquence, j'aimerais quand même t'entendre, puisque tu as écrit ce fameux livre, GAFA, Reprenons le pouvoir, et il y a un certain nombre de pistes que tu proposes. Peut-être en quelques mots simplement, quelles seraient les pistes qui, aujourd'hui, n'ont pas encore été explorées ou pas suffisamment prises à ton goût et que tu aimerais voir mises en place et déployées prochainement ? Moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on ne saucissonne pas les problèmes et qu'on le traite, parce que je pense que le modèle économique et les contenus, c'est évidemment c'est l'autre moitié de la pomme, quoi. Bien, ouais. Et donc, c'est les entreprises qu'il faut réguler, et c'est pas dire tel régulateur s'occupe tel bout du problème, tel régulateur tel autre bout, etc. Donc, ce que j'aurais souhaité, c'est effectivement que les sujets, les modèles économiques et des contenus soient pris globalement. Ça, c'était mon souhait. Cela étant, et je voudrais pas finir sur cette note, sur une note pessimiste, mon expérience de la régulation, parce que j'étais régulatrice des télécoms, c'est que ça se fait pas en un jour. Et que le sujet, c'est d'apprendre et d'évoluer et de faire évoluer les organisations et les objectifs. C'est ça la différence avec la réglementation. Et donc, on va apprendre des tas de choses en commençant. Maintenant, il faut qu'il y ait les bonnes cordes de rappel et que la régulation, comme la régulation des télécoms, évolue dans le temps. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on passe tout de suite à une régulation qui, effectivement, s'applique globalement. Je pense que ça aurait permis d'aller plus vite. Mais, en tout état de cause, comme ça ne se fera pas en un jour, c'est peut-être pas très grave parce qu'on va apprendre des tas de choses si on y met les moyens. Bon, c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer de creuser dans la toute prochaine partie de Trench Tech, mais pour faire plaisir à Thibaut, qui nous parlait de RGPD à la sauce chinoise, si j'ose dire, nous allons retrouver la philothèque d'Emmanuel Goffi, qui lui revient sur le crédit social à la chinoise. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Alors aujourd'hui, Emmanuel, tu as décidé de traiter d'une question, disons, plutôt sensible, le crédit social. Alors en effet, question aussi sensible que sujette à de nombreux fantasmes, notamment en raison d'une déformation médiatique occidentale sur la pratique chinoise. Le crédit social, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette pratique qui vise à attribuer un score aux citoyens pour sanctionner leur comportement et ensuite les récompenser ou les punir en fonction de leur performance. Vu depuis le monde occidental, eh bien cette notation des citoyens et les sanctions qui y sont attachées sont considérées comme caractéristiques d'un système politique autoritaire
qui passerait son temps à surveiller les citoyens et à les punir. Surveiller et punir, c'est justement le titre d'un ouvrage de référence du philosophe Michel Foucault, rédigé en 1975 et dans lequel il examine, au travers de l'exemple de la prison, l'avènement dans le monde occidental des sociétés de contrôle vues comme des systèmes disciplinaires. Juste pour dire que le contrôle des corps et des esprits n'est l'apanage ni du régime chinois, ni des systèmes politiques autoritaires. Mais le plus important, c'est que le crédit social, à la chinoise, est très loin d'être un système généralisé, contrôlé par Beijing. Même si dès 2014, le pouvoir chinois envisage une telle généralisation, il reste aujourd'hui un système très morcelé, peu appliqué, et couvrant une grande variété de pratiques. Alors on entend que 27 millions de Chinois se sont vus interdire d'acheter un billet d'avion, ou encore que 6 millions d'entre eux n'ont pas eu le droit d'acquérir un ticket de train, certes. Mais sur une population de 1,4 milliard de personnes, ça représente 2,4% de la population du pays. On est très loin d'un système généralisé. On entend également que le crédit social est couplé à un système massif de surveillance par caméra pour contrôler les citoyens dans leurs moindres faits et gestes. Là aussi, les arguments sont souvent trompeurs. En avançant le nombre de 540 millions de caméras en 2021 en Chine, on s'abstient de dire que ce sont les États-Unis qui ont le plus grand nombre de caméras par personne, avec un peu plus de 15 appareils pour 100 habitants. La France, elle, se positionne à la 8e place de ce palmarès. On s'abstient aussi de signaler que Delhi est la ville la plus surveillée du monde, et que Londres arrive 6e devant Beijing en termes de nombre de caméras déployées. Bref, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, pour faire peur ou pour condamner. Donc ça voudrait dire que pendant qu'on se focalise sur la Chine, il se passerait la même chose chez nous. Eh bien c'est exactement ce que souligne l'excellent livre « La nouvelle guerre des étoiles, enquête, nous sommes tous notés », paru en 2020 et rédigé par Vincent Caucase et Ismaël Alissa, 2 journalistes de Libération, qui ont enquêté pendant 2 ans sur le sujet. Ce que les 2 journalistes nous apprennent, c'est que d'une part, le fameux crédit social à la chinoise est loin d'être cet outil de contrôle des populations dirigées par l'État, et que d'autre part, loin d'être une spécificité chinoise, le système de notation sociale est une pratique courante en Occident. Des notes scolaires au pouce ou autres likes des réseaux sociaux, en passant par les étoiles de la restauration, les lettres, les chiffres et commentaires pour évaluer les commerçants en ligne, les livreurs, les restaurateurs ou les services de VTC, nous passons notre temps à noter et à être notés. Nous passons notre temps à juger les autres, parfois de manière arbitraire, et sans mesurer les conséquences de nos jugements. Ce que les auteurs nous apprennent notamment, c'est que cette frénésie de notation ne vient pas d'Orient, mais du célèbre Ignace de Loyola, père fondateur des Jésuites, qui en 1540 veut, je cite, « bâtir une nouvelle élite intellectuelle pour faire pièce à la réforme protestante ». C'est de cette contre-réforme que nous vient le système actuel de notation des élèves, dont le barème sur 20 points est adopté au début du XXe siècle. Certains objecteront que la notation scolaire n'a rien à voir avec le crédit social. Eh bien, à titre personnel, je n'en suis pas sûr. Tout d'abord, la notation permet d'évaluer les élèves sur différents critères, dont le comportement, et de sanctionner positivement ou négativement, comme le fait le crédit social. On se rappelle d'ailleurs que ces notes, apparemment anodines, ont longtemps été assorties de mesures vexatoires, comme le port du bonnet d'âne, ou encore de privation de liberté, c'est la célèbre colle du samedi. Ensuite, le système de notation permet de sélectionner des individus dès leur plus jeune âge, en leur ouvrant ou en leur interdisant l'accès à certaines études, et plus tard à certaines carrières. Un mauvais élève, et la formule n'est pas neutre, se verra ainsi fermer les portes de certaines écoles et réduire le champ des possibles en matière de débouchés professionnels. Là encore, la comparaison avec le crédit social ne me paraît pas du tout incongrue. En tout cas, moi, ça me rappelle un épisode de la célèbre série Black Mirror, toute cette notation à tout crin. Mais si je résume, la Chine n'a rien inventé. Alors une question, serions-nous entrés de plein pied dans la société de contrôle de Deleuze ? Eh bien, c'est à craindre. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que le théoricien du crédit social à la chinoise, Lin Junye, indique qu'il s'est inspiré des systèmes de notation occidentaux pour créer son modèle. Moi-même, en tant que Canadien, je suis soumis au système Equifax qui m'attribue une note quant à ma capacité à rembourser des crédits et qui peut soit favoriser mes prochaines demandes de prêt, soit les bloquer s'il s'avère que je suis un mauvais payeur. En France, les caméras se sont multipliées avec Nice en tête des villes les plus surveillées. La petite commune d'Estrébeuf, dans les Hauts-de-France, est devenue célèbre en raison de ses 13 caméras de vidéosurveillance pour seulement 250 habitants. Ailleurs en Europe, le crédit social s'installe insidieusement avec, par exemple, à Bologne, la mise en place du portefeuille du citoyen vertueux, le Smart Citizen Wallet.
Il existe également, comme le souligne Jean-Gabriel Ganachia, président du comité d'éthique du CNRS, un crédit social sur Internet, mais aussi dans un certain nombre d'institutions financières, telles que les assurances et les banques. Au final, le propos n'est ici ni de condamner ni d'approuver le crédit social, mais de faire preuve d'esprit critique pour comprendre que nous devrions balayer devant nos portes avant de balayer devant celles des autres. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Voilà encore une philotech qui exerce notre esprit critique sur un sujet assez sensible, effectivement. Une petite pensée à mon médecin que j'adore, même si je la vois pas souvent, qui peste contre ces notations qui font plus passer son travail pour un service Amazon que pour un acte médical. Mais revenons à notre dernière partie sur notre grand entretien avec Joël. Sans règles, il n'y a pas de marché. Tu expliques que les GAFAM ont intérêt à plus laisser sortir leurs utilisateurs de leur monde en guise de décentralisation. C'est limite de l'internement. Et tout ça avec notre consentement, ou presque, surtout depuis le RGPD où on clique sur accepter, accepter, accepter sur plein de choses qui arrivent devant nous. Alors, comment peut-on imaginer l'avenir ? Sommes-nous prêts en tant qu'utilisateurs à sortir de leur monde ? C'est vrai, si douillet où tout est fait pour nous donner envie de rester, depuis le design d'expérience jusqu'à la gratuité de notre temps de cerveau disponible. Il va falloir que la concurrence se mette au travail. Il ne faut pas s'attendre à ce que, effectivement, nous quittions ces acteurs qui nous offrent des services que nous avons choisis, si c'est pas pour mieux. Donc, je pense que c'est clairement pas une histoire de maintenant c'est fini, vous êtes obligés de faire ceci ou cela. Pas du tout. Simplement, et c'est pas si simple que ça, ce que devrait permettre la régulation, c'est de faire en sorte que des innovations qui sinon étaient étouffées puissent se déployer, puissent se développer et que des consommateurs aient envie de les utiliser. Mais au final, c'est un point qui est un peu complexe pour moi, mais c'est parce comment dire, d'abord, les habitudes ont la vie dure. Quand on regarde notamment depuis la réouverture, on va dire, de WhatsApp sur Facebook, où globalement nos données, qu'elles soient sur WhatsApp ou sur Facebook, c'est les mêmes données, avec tous les risques que ça enclenche. Facebook fait partie des plus amendés sur le RGPD, donc avec toutes les règles de sécurité que l'on peut imaginer. Et des failles, on en trouve de plus en plus sur WhatsApp. Les gens n'ont pas bougé de WhatsApp. Ils sont toujours sur WhatsApp. Alors qu'il existe des quantités d'autres possibilités qui marchent aujourd'hui très bien. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à changer ces habitudes ? Moi, j'ai conservé à l'esprit, alors c'est violent comme histoire, mais j'ai conservé à l'esprit ce qui s'était passé dans les télécoms, où à l'époque, effectivement, nous avions un marché avec 3 opérateurs mobiles, et Free qui devait rentrer sur ce marché, et avant l'entrée de Free, la majorité des observateurs avaient constaté que dans tous les pays où un acteur était rentré beaucoup plus tard, il n'avait pas réussi à rentrer. Et d'un autre côté, on observait que ces 3 acteurs qui étaient présents sur le marché et dont effectivement il y avait des différences entre les 3 acteurs, mais elles étaient relativement limitées. Et donc, il y avait extrêmement peu de gens changer d'opérateur alors qu'ils auraient pu, ça leur aurait fait gagner 5 à 10% en termes de coûts, à qualité équivalente, etc. Et tout d'un coup, il a fallu effectivement une innovation, alors qui était un tarif, qui était des conditions d'accès, ce que Free a offert en rentrant sur le marché, indépendamment de toutes les autres conditions, pour qu'il y ait un énorme effet de switch et qu'à ce moment-là, ça marche. Je crois que tu as raison, qu'il n'y aura pas des mouvements pour des petits changements. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des offres vraiment intéressantes, nouvelles, qui fassent que les acteurs puissent montrer qu'ils sont capables de faire mieux. Oui, parce que la difficulté, Joël, par rapport au marché des télécoms, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des services qui sont proposés par ces big tech sont gratuits.
C'est d'ailleurs ça le problème, c'est qu'on connaît tous l'adage, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc là, l'offre de services nouvelle ne pourra pas se battre, je dirais, sur le champ du prix, mais sera forcément sur le design d'expérience. Et pour le coup, ils ont des armées de designers, de sociologues, de psychologues, etc. Enfin, on a tous vu les documentaires avec Tristan Harris, entre autres, qui nous expliquent, ou les témoignages de Frances Haugen devant le Congrès, qui expliquent comment Instagram nous verrouille là aussi, mais à titre individuel pour rester le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué quand même, si on peut pas se battre sur le prix. Je trouve ça formidable, moi. D'habitude, l'objection, c'est mais c'est scandaleux, on n'y arrive pas, on n'a pas... Bah oui, mais enfin, aujourd'hui, pour prendre un exemple, on a quelques exemples qui montrent, alors on ne sait pas comment l'avenir va évoluer, mais par exemple, TikTok a montré qu'il était possible de rentrer avec une offre différente. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ChatGPT, mais certes, il y a des financements qui viennent de Microsoft, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Donc, je pense que le sujet... si, effectivement, les 4 acteurs dont on parle le plus ont des services qui sont tellement bons que plus personne n'est capable de faire mieux, alors c'est pas du verrouillage, hein, c'est de la concurrence par les mérites. Donc, c'est un autre sujet, et attaquons-nous juste au problème qui est déjà important de modération de ceci, de cela. Et puis, si c'est les meilleurs, où est le problème? Là, j'ai l'impression d'avoir une inversion de façon de raisonner. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, moi, quand je t'écoute, je me dis d'un côté, il faut réguler le marché pour éviter ces situations de monopole, mais ça implique aussi de l'autre côté, pour favoriser l'innovation, probablement toute une politique de soutien justement à l'innovation. On en discutait avec Cédric O dans un épisode précédent. Alors, il évoque beaucoup la French Tech, mais l'un n'ira pas sans l'autre, parce que tu parles de ChatGPT, il y a effectivement quand même Elon Musk derrière, il y a Microsoft, TikTok, on ne sait jamais très bien quels sont les liens avec le gouvernement chinois et donc la capacité aussi de financement de ces innovations. Donc, in fine, ça veut dire que c'est pas juste le petit start-upper du week-end qui va peut-être venir dégommer les big tech. Je sais pas si c'est les petits start-uppers du week-end, mais j'ai pas parlé de dégommer, j'ai parlé de déverrouiller. C'est un... Disrupter, pardon. Oui, et c'est pas la même chose. Mais d'abord, je te signale que au début de notre discussion, j'ai dit c'est un des éléments de la pièce, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit possible de rentrer, d'accord? Et donc, effectivement, s'il y a des verrous en matière d'accès à l'information, s'il y a des verrous en matière d'interopérabilité, s'il y a toute une série de verrous, et on pourrait parler des différents verrous, entreprise par entreprise, parce que c'est pas les mêmes, et c'est à chaque fois des verrous différents. Et c'est pour ça qu'il faut de la régulation, parce que c'est pas des règles qui s'appliquent de la même façon à tout le monde. Une fois que ces verrous sont effectivement levés, eh ben, il faut que des petits deviennent grands, comme les grands que nous avons aujourd'hui étaient petits à un moment et ont grossi et se sont développés. Donc, bien évidemment, il faut avoir la possibilité d'avoir des acteurs innovants, c'est la French Tech, mais sans déverrouillage des marchés, la French Tech, elle se heurte à un mur, c'est tout ce que on est d'accord. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, et il faut les deux. Et en parlant de French Tech, justement, on a Cédric O, donc l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique, qui t'adresse sa question. Bonjour Joël, j'espère que tu vas bien, c'est Cédric O. Écoute, on a beaucoup parlé de régulation du numérique, de ce que pouvait faire ou ne pas faire l'Europe. Moi, j'aimerais savoir ce que tu penses des premières années de Lina Khan à la tête de la FTC aux États-Unis et de qu'est-ce que tu penses qui va se passer sur cette question de la régulation des grandes entreprises du numérique aux États-Unis? Moi, je suis partagé en réalité face à ce qui se passe aux États-Unis. D'abord, il y a un diagnostic qu'il faut faire, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, les Américains n'ont pas été capables de sortir de grandes lois sur n'importe quel sujet technologique, même dans les télécoms. Ils vivent avec des concepts qui sont très anciens. Donc, je crois assez peu, me tromper, bien évidemment, à la possibilité d'avoir des grandes lois qui répondent aux problèmes que posent les big tech. Il y a quelques endroits où il pourrait y avoir des choses, par exemple, sur les problèmes des enfants et de la protection des enfants, sur le fait que les juridictions
dispose de plus de moyens, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'INACAN, elle est confrontée à un système juridique qui est un système juridique qui pense d'une certaine façon la concurrence, et plutôt avec des juges qui sont de l'ancienne façon de penser, j'ai envie de dire, essentiellement nommés par les précédentes mandatures, etc. Donc, elle se heurte à beaucoup de difficultés, et je crois que à elle seule, elle n'arrivera pas avec ses petits bras à traiter toute une série de sujets. Ce qui est en cause, c'est le renouvellement, me semble-t-il, du droit de la concurrence et pas seulement de la situation sur les big tech. Et ça, c'est un chantier qui avance, mais qui va avancer lentement. Mais je crois que ça va bouger, mais pas rapidement. Si on revient sur l'intérêt du citoyen, au-delà du bénéfice qu'il retirerait d'une concurrence plus ouverte, choix du prix, etc., ne risquons-nous pas de rentrer dans une guerre encore un peu plus prononcée de l'économie de l'attention avec des dérives que l'on connaît ? En fait, finalement, si c'est nous le produit. S'il y a de plus en plus de concurrents qui arrivent et qui s'inspirent finalement des méthodes des big tech puisqu'elles ont prouvé qu'elles fonctionnaient, le fait d'ouvrir à cette concurrence, est-ce que ça va pas avoir un effet bénéfique finalement pour le consommateur parce qu'il aura plus de choix, mais in fine, il sera encore plus verrouillé par toute cette armada d'entreprises qui essaient de lui capter du temps de cerveau. Si c'était vrai, ça voudrait dire que pour l'instant, tous ces acteurs, en gros, ils limitent leurs actions parce qu'ils veulent pas que ce soit trop. Moi, je pense qu'ils font le maximum pour capter notre attention et que donc, je vois pas bien pourquoi il y en aurait qui non pas se substitueraient à eux, mais capteraient en plus. C'est une sorte de vision qui serait plus, enfin, qu'à la limite, on pourrait presque plus appliquer, on appliquait avant à des monopoles publics. Effectivement, des monopoles publics, ils avaient un côté bénévolent, qui n'allait pas au bout de leur pouvoir de monopole. Moi, je crois pas du tout que les acteurs qu'on a actuellement ils limitent leur action parce qu'ils ont peur d'aller trop loin. Donc, je pense, à contrario, que la multiplication des modèles économiques, s'ils étaient possibles, à ce moment-là, on pourrait aussi avoir des modèles économiques qui soient bien meilleurs, bien plus intéressants, qui essayent effectivement d'offrir des contreparties différentes, et on pourrait avoir une concurrence de modèles. C'est d'ailleurs, pour le coup, ce à quoi paraît qui est défendu par des acteurs comme la Quadrature du Net quand ils demandent l'interopérabilité sur les messageries et les réseaux sociaux. On ne peut pas terminer sans te poser quand même une question plus orientée économie et presque théorie économique, et j'espère ne pas me faire clasher. Mais je suis sûr que de l'autre côté des écouteurs, beaucoup vont se dire « Ok, la régulation, j'entends, mais ça va quand même à l'encontre d'une vision libérale du marché et de la main invisible d'Adam Smith, et donc c'est plutôt une vision keynésienne. Et dans les deux cas, comme chaque face de la médaille, il y a des revers à cette médaille. Ça serait quoi les limites ou les risques à trop réguler selon toi ? Les limites et les risques, c'est de mal réguler. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est effectivement de se tromper d'outils, de ne pas avoir les bons moyens, de ne s'attaquer, de prendre des mesures qui, au contraire de permettre le développement des petits, leur fait porter des coûts beaucoup trop élevés, alors que les gros, ils ont les moyens de se payer ces contraintes. Donc c'est ça les risques. C'est qu'effectivement, au lieu de développer et rendre possible le déploiement de l'innovation, de nouveaux acteurs, de nouvelles offres beaucoup plus intéressantes pour les consommateurs, à contrario, on renforce les gros. Et donc ça vient bien conclure cette séquence avec ce que tu nous disais, la préparation. Tu nous as dit, je cite, « La fin du XXe siècle a été squattée par les GAFAM. Le XXIe pourrait être celui d'un monde plus équilibré grâce à la régulation. » Ça fait partie donc de tous ces aspects positifs de la régulation que tu convoques. Merci beaucoup, Joël Toledano, d'être venu nous rejoindre sur le plateau de Trench Tech. Et rappelons ton ouvrage « GAFA, reprenons le pouvoir » chez Odile Jacob, sur lequel tu as reçu de nombreux prix, dont le prix de livre économique en 2021, ainsi que ton implication au Conseil national du numérique depuis 2021. À très bientôt, Joël. À bientôt, merci de m'avoir reçu.
Merci beaucoup. Merci, et Joël. vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et restez encore 5 minutes pour qu'on puisse avoir le petit débrief entre vous et nous. French Tech. Esprit critique pour Tech éthique. Et voilà, on vient de raccompagner Joël Toledano à la porte de notre studio. Épisode encore bien riche. Cyril, t'en retiens quoi ? Beaucoup de choses, forcément. Moi, ce que je retiens surtout, j'aime bien sa phrase qui résume un peu la situation. Sans régulation, finalement, il ne peut pas y avoir de marché. Ce serait, dit autrement, ce serait le chaos. Et une deuxième phrase qui vient en complément, il me semble, quand elle nous dit « Le XXe siècle a été squatté par les GAFAM et le XXIe siècle sera probablement celui de l'écriture un peu plus systémique, d'une régulation et pas simplement des règlements qui arrivent à droite, à gauche et qui sont silotés d'une certaine manière, ce qui permettrait de rééquilibrer un peu le rapport de force, effectivement. Ouais. Et en matière de rapport de force, je crois qu'on a bien compris avec Joël que ça réside essentiellement dans les business models de ces entreprises qui ont mis en moins de 20 ans une raclée à tout le monde sur des marchés qui existaient déjà et d'autres qui sont totalement sortis de terre. Et la difficulté, c'est qu'ils ont pris une avance telle qu'aujourd'hui, eh bien, si on ne régule pas, le marché n'existe plus parce qu'il n'y a plus de concurrence. Et donc, en la matière, c'est plus une logique de pratiques anticoncurrentielles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont poursuivis notamment aux États-Unis et qu'aux États-Unis, eux, évoquent l'idée d'un démantèlement. On a vu avec Joël que c'était pas forcément ça la bonne solution. C'est un peu critique. Effectivement, ils pratiquent un peu la politique de la terre brûlée en rachetant un petit peu tous les concurrents potentiels et potentiels à venir, et qu'effectivement, du coup, ça devient assez problématique. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à regarder les textes de DSA, DMA, je crois que c'était en 2020 ou 2021 dans ces eaux-là, j'étais quand même assez fasciné par le fait que dans les premières choses qui étaient posées, c'était de définir c'est quoi la concurrence dans le numérique. Ouais. Et je me disais, waouh, on est quand même un peu à la bourre, quoi. Mais et puis c'est d'autant plus drôle que mais on est à la bourre. Souviens-toi, nous qui sommes très jeunes, souviens-toi les débuts du net où beaucoup d'entreprises rigolaient, se gaussaient en fait de l'arrivée de ces jeunes en jean troués aux cheveux gras, geeks, mangeant du hamburger et buvant du coca derrière leur ordinateur. On disait c'est un épiphénomène, ça va pas durer, etc. Et ils ont quand même mis une raclée à un paquet de monde. Donc aujourd'hui, ces pratiques anticoncurrentielles qui ont complètement verrouillé le marché, que pour reprendre le terme de Joël, finalement ont besoin des anciens réflexes finalement pour pouvoir venir protéger et l'utilisateur final et le marché lui-même de ses propres prédateurs. J'ai bien envie de poser une question à... On est d'accord. Ouais. Parce qu'on ne vous l'a pas dit jusqu'à présent, mais nous avions parmi nous Laure qui s'occupe notamment de nos réseaux et Instagram en particulier. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, de vous abonner. Et Laure qui est donc une jeune étudiante, bonjour Laure. Bonjour. Qui a à peine 20 ans et qui a écouté avec beaucoup d'avidité les propos de Joël. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cet épisode ? Déjà que c'était très intéressant, que Joël c'est une femme on voit qu'elle a travaillé son sujet. Et il y a pas mal de choses pendant tout le podcast qui m'a beaucoup touchée, parce que je suis jeune, donc je vous rassure, j'ai quand même pas les cheveux gras et je bois pas du coca derrière mon ordinateur. Mais non, ça m'a touchée parce que ce qu'elle raconte, c'est le monde dans lequel on vit. Mais après, elle disait des choses, par exemple la régulation du marché. Si on va sur cette pente-là, après c'est peut-être mon cerveau de jeune, on va dire, qui va parler. Mais si on régule peut-être trop un marché, il peut partir, ça peut dénaturer justement le marché et aller dans un marché public ou presque public, ou du moins dénaturer le marché, globalement. Mais après, il y a aussi le marché de la data dont elle a beaucoup parlé, qui coûte cher, certes, mais qui rapporte énormément aussi. Et en tant que marketeur et en tant que marketing et communicante, j'en ai besoin pour travailler, mais est-ce que c'est quelque chose d'éthique ou non ? Ça, après, c'est une autre question. Mais quand on va mettre une grosse liasse de billets sous le nez de quelqu'un, est-ce que l'éthique est toujours aussi importante ? Une question qui dépasse largement le cadre de cet épisode. Et donc, ton point, c'est de dire que réguler un marché par nature privé, est-ce que ça n'est pas finalement à un moment donné basculer dans quelque chose de peut-être trop contraignant et trop public ? C'est aussi une question qu'on aurait pu aborder avec elle. Mais le temps nous est compté. Il est temps de passer à la conclusion de ce magnifique épisode.
French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Et normalement, les enjeux de la régulation de l'industrie du numérique et des big tech en particulier vous sont désormais un peu plus familiers. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Soyons acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles dans les yeux. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez ainsi à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car, comme l'a dit Charles Péguy, l'ordre et l'ordre seul fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude.